Bonsoir, bonsoir. On retrouve Chamrou Télé avec ici le côté littéraire, habituel, avec une nouveauté actuellement chez ton marchand de journaux. Tu peux trouver du Shakespeare, vraiment belle qualité. Là on le voit, on peut le montrer. Conforme à l'édition de 1859, en tout cas c'est marqué. Et on retrouve là Hamlet, vraiment un grand classique, dans la traduction de François Victor Hugo. En fait, c'est toute une collection, évidemment, et qui va nous ressortir les traductions de François Victor Hugo, donc fils de Victor Hugo. Et ce qui est totalement intéressant ici, pour cette version telle que présentée aujourd'hui, c'est que tu as les deux versions d'Hamlet. Il y a marqué le premier Hamlet et le second Hamlet. Je ne savais même pas qu'il y en avait deux. Alors sans doute que ça doit être une traduction. Il a dû faire deux traductions sans doute. Je ne sais pas. En tout cas, donc voilà. En tout cas, préface. Il y a une préface. Alors il y a une préface moderne. Je ne peux pas évidemment la citer. Je ne peux que citer la préface de la nouvelle traduction de Shakespeare, évidemment. À l'époque, alors je vais à la fin pour avoir la date exacte éventuellement de cette préface. Alors préface de la nouvelle traduction, je pense que c'est une préface de Victor Hugo, effectivement, le père. Donc ça a été fait à Hauteville House en avril 1865. Une traduction est presque toujours regardée tout d'abord par le peuple à qui on la donne comme une violence qu'on lui fait. Le goût bourgeois résiste à l'esprit universel. Traduire un poète étranger, c'est accroître la poésie nationale. Cet accroissement déplaît à ceux auxquels il profite. C'est du moins le commencement. Le premier mouvement est la révolte. Une langue dans laquelle on transvase de la sorte un autre idiome fait ce qu'elle peut pour refuser, et l'on sera fortifié plus tard. En attendant, elle s'indigne. Cette saveur nouvelle lui répugne. Ces locutions insolites, ces tours inattendus, cette irruption sauvage de figures inconnues, tout cela, c'est de l'invasion. Que va devenir sa littérature à elle ? Quelle idée a-t-on de venir lui mêler dans le sang cette substance des autres peuples ? C'est de la poésie en excès. Il y a là abus d'images, profusion de métaphores, violation des frontières, introduction forcée du goût cosmopolite dans le goût local. Est-ce grec ? C'est grossier. Est-ce anglais ? C'est barbare. Âpreté ici, âcreté là. Et si intelligente que soit la nation qu'on veut enrichir, elle s'indigne. Elle hait cette nourriture, du verbe haïr. Elle boit de force avec colère. Jupiter enfant recrachait le lait de la chèvre divine. Ceci a été vrai en France pour Homère, et encore plus vrai pour Shakespeare. Au XVIIe siècle, à propos de Madame Dacier, on posait la question « Faut-il traduire Homère ?» L'abbé Terrasson, tout net, répondit « Non ». Lamotte fit mieux, il refit l'Iliade. Ce Lamotte était un homme d'esprit qui était idiot. De nos jours, nous avons eu en ce genre M. Bell, du Stendhal, qui écrivait « Je préfère à Homère les mémoires du maréchal Gouvion Saint-Cyr ». Faut-il traduire Homère ? Fut la question littéraire du XVIIe siècle. La question littéraire du XVIIIe siècle fut celle-ci, faut-il traduire Shakespeare ? Il faut que je vous dise combien je suis fâché contre un nommé Le Tourneur, qu'on dit secrétaire de la librairie, et qui ne me paraît pas le secrétaire du bon goût. Auriez-vous lu les 2 volumes de ce misérable ? Il sacrifie tous les Français, sans exception, à son idole, Shakespeare, comme on sacrifiait autrefois des cochons à Cérès. Il ne daigne pas même nommer Corneille et Racine. Ces 2 grands hommes sont seulement enveloppés dans la proscription générale, sans que leur nom soit prononcé. Il y a déjà 2 tomes imprimés de ce Shakespeare, qu'on prendrait pour des pièces de la foire,
faite il y a 200 ans, il y aura encore 5 volumes. Avez-vous une haine assez vigoureuse contre cet impudent imbécile? Souffrirez-vous l'affront qu'il fait à la France? Il n'y a point en France assez de camouflets, assez de bonnets d'âne, assez de pilori pour un pareil faquin. Le sang pétille dans mes vieilles veines en vous parlant de lui. Ce qu'il y a d'affreux, c'est que le monstre a un parti en France, et pour comble de calamité et d'horreur, c'est moi qui autrefois parlais le premier de ce Shakespeare, c'est moi qui le premier montrais aux Français quelques perles que j'avais trouvées dans son énorme fumier. Je ne m'attendais pas que je servirais un jour à fouler aux pieds les couronnes de Racine et de Corneille pour en orner le front d'un histrion barbare. À qui est adressée cette lettre? À la harpe. Par qui? Par Voltaire. On le voit, il faut de la bravoure pour être le tourneur. Ah, vous traduisez Shakespeare? Eh bien, vous êtes un faquin. Mieux que cela, vous êtes un impudent imbécile. Mieux encore, vous êtes un misérable. Vous faites un affront à la France. Vous méritez toutes les formes de l'opprobre public, depuis le bonnet d'âne, comme les cancres, jusqu'au pilori, comme les voleurs. Vous êtes peut-être un monstre. Je dis peut-être, car dans la lettre de Voltaire, monstre est amphibologique. La syntaxe l'adjuge à Le Tourneur, mais la haine le donne à Shakespeare. Ce digne Le Tourneur, couronné à Montauban et à Besançon, lauréat académique de province, uniquement occupé d'émousser Shakespeare, de lui ôter les reliefs et les angles, et de le faire passer, c'est-à-dire de le rendre passable, ce bonhomme, travailleur consciencieux, ayant pour tout horizon les 4 murs de son cabinet, doux comme une fille, incapable de fiel et de représailles, poli, timide, honnête, parlant bas, vécu toute sa vie sous cette épithète misérable que lui avait jeté l'éclatante voix de Voltaire, et mourut à 52 ans, étonné. Le Tourneur, chose curieuse à dire, n'était pas moins bafoué par les Anglais que par les Français. Nous ne savons plus quel lord, faisant autorité, disait de Le Tourneur, pour traduire un fou, il faut être un sot. Dans le livre intitulé William Shakespeare, publié récemment, on peut lire, réunis et groupés, tous ces étranges textes anglais qui ont insulté Shakespeare pendant 2 siècles. Au verdict des gens de lettres, ajouter le verdict des princes, etc., etc. Évidemment, c'est le début de cette préface de Victor Hugo au sujet des traductions de son fils François Victor Hugo, donc ici republié grâce au journal, grâce à l'initiative du journal Le Monde. Donc on en profite évidemment pour signaler cette belle collection, parce que quand tu prends le livre, il est vraiment magnifique. Hein. Alors c'est le premier de la collection, évidemment, beaucoup moins cher qu'après, mais voilà. Même après, je pense que je choisirais les titres, évidemment. Il doit y avoir après peut-être une trentaine de volumes, évidemment, je ne vais pas aller m'offrir les 30 volumes, je ne vais pas les voir affichés avec tous mes beaux livres ici, non, non. Je vais choisir les titres, les traductions qui peuvent éventuellement me plaire, mais je ne vais sûrement pas avoir les 40 volumes, évidemment non, hein, 40 divisé par 10, tu fais le calcul. Non, mais par contre, des belles traductions qu'on a envie de voir ou de relire, parce qu'ici là vraiment c'est très agréable, en tout cas pour je peux te montrer la préface, tu vois que c'est écrit en gros caractères, et pour moi qui ai un peu de problème de vue, bah, je cacherai pas que comme ça j'ai pas besoin de porter de lunettes, je peux lire sans lunettes, sans avoir besoin de lunettes. Donc là vraiment une belle petite collection, bien sympathique ma foi. Et là, lire 2 versions d'Hamlet, ça peut être aussi très intéressant aussi, hein, évidemment. Là, ça va être... voilà. Bravo, bravo, bravo. Donc, petite étoile. Bravo, bravo. La belle vie. Déjà avec Shakespeare.